All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops. Monsieur le Président, notre dernier sujet est une section spécifique sur les circonstances atténuantes applicables dans cette affaire et les actions réelles et concrètes de Monsieur Ngaïsona pour la paix qui sont une circonstance atténuante. Monsieur, les actions de M. Ngaïsona pour ramener la paix et la sécurité en République centrafricaine ont clairement été établies durant ce procès par l'accusation et même les représentants des victimes. Nous en avons traité dans notre mémoire de clôture en décembre. Nous allons brièvement revenir sur ces actions, Madame et Messieurs de la Cour, parce que si nous en arrivions à une condamnation, nous pensons que ce sont des circonstances atteignantes, convaincantes et suffisantes, contrairement à ce que le procureur et les représentants des victimes disent dans leurs écritures, paragraphes 21 et 63 respectivement. Dans cette salle d'audience, il a été dit que dans les contextes d'une violence entre les chrétiens et les musulmans, M. Ngaïsona a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre un terme à la violence, comme les éléments de preuve l'ont montré. Je voudrais le relever ici. Il l'a fait en tant que civil. Il n'était pas un militaire. C'était un civil, c'était un homme d'affaires. Il n'avait pas de pouvoir de maintien de l'ordre, contrairement à la thèse du procureur qui a présenté par exemple l'affaire Taylor, qui avait les moyens de le faire. Monsieur Ngaïsona, en tant que civil et non militaire, a essayé de faire, dans la limite de ses moyens, ce qu'il fallait pour mettre un terme à la violence. Nous vous montrerons brièvement maintenant un visuel qui présente plusieurs actions concrètes qui auraient pu mener à l'atténuation du préjudice causé à la population centrafricaine pendant les événements de 2014. Nous avons choisi 8 d'entre elles. Nous aurons pu en choisir plus. Et ce n'est pas nous, la défense, qui présentons ces arguments, mais ce sont des preuves qui n'ont pas été contestées par le procureur. Comme vous le voyez sur la diapositive qui suit, qui s'affiche maintenant, vous voyez plusieurs de ces mesures que M. Ngaïsona a entrepris depuis son arrivée à Bangui en janvier 2014. Plusieurs de ces mesures, et nous avons sélectionné 5 présentées sur cette diapositive, étaient similaires à celles qui ont été adoptées par le gouvernement de transition et la communauté internationale. Des preuves que Monsieur Ngaïsona a envoyé ces documents aux Nations Unies, à plusieurs organisations internationales qui traitent de la paix, de la stabilité et même du processus de DDR. Madame, Messieurs les juges, cette adoption par le gouvernement et la communauté internationale de ces au moins 5 mesures proposées par M. Ngaïsona confirme que ces mesures étaient sincères, elles étaient concrètes. Elles n'étaient pas comme le procureur l'a dit dans une tentative de camouflage des prétentions. Ce sont des mesures qui avaient pour but de ramener la paix, la stabilité.
Les éléments de preuve ont montré lors de cette affaire, Monsieur le Président, que Monsieur Ngaïsona, directement après son retour d'exil au Cameroun, commençait à mettre en œuvre, après son arrivée en janvier 2014, il a pris sur lui d'exécuter ce type de mesures, ce type de proposition. Nous ne le disons pas de nous-mêmes, c'est votre témoin, le témoin de la Chambre qui a reconnu Madame Catherine Samba Panza, personne d'autre qu'elle-même qui est venue témoigner sous serment devant cette Chambre, c'est elle-même qui a affirmé que le rôle de M. Ngaïsona était de ramener la cohésion sociale. Nous allons maintenant vous montrer, je vous demanderai de lire cette diapositive, un témoignage direct qui a déjà été cité à de nombreuses reprises dans notre mémoire de clôture. Il y a ici certaines des remarques faites par Madame Samba Panza lors de son témoignage devant la Chambre. Quelques citations tirées de plusieurs autres que nous avons. Il y en a une en particulier sur laquelle j'attire l'attention de la Chambre, c'est la deuxième. Elle est en français. D'aller vers la cohésion sociale, et c'est tout à l'honneur de M. Ngaïsona. C'était un témoignage direct devant cette Chambre, Monsieur le Président. C'était elle qui a témoigné au premier plan de toutes ces actions de M. Ngaïsona. Le témoin du procureur P0889, un parmi tant d'autres, je ne mentionnerai pas sa fonction, mais vous savez que c'était un témoin interne anti-Balaka qui a dit sur cette diapositive ce qui a tenu ses propos très importants, sous serment. Il a témoigné que suite à la nomination de M. Ngaïsona comme coordonnateur national, il avait vu M. Ngaïsona prendre position pour la paix. La seule chose que j'ai entendu parler de Ngaïsona, c'était le retour à la paix. Madame, messieurs les juges, le procureur avance que M. Ngaïsona n'avait qu'un seul objectif, obtenir le pouvoir. C'est pourquoi il a occupé la position de coordonnateur national et qu'il n'est pas parti. Cela se trouve dans leur conclusion. Ils ont avancé qu'ils voulaient obtenir le pouvoir malgré la souffrance du peuple centrafricain. Et cette affirmation n'est soutenue par aucun élément de preuve, mais défie le sens commun. La République centrafricaine était plongée, ce qui a été reconnu par un autre témoin, une période d'insécurité jamais vue qui a paralysé le pays, tout le pays en 2014. Et revenir d'exil à ce moment-là était extrêmement risqué. M. Ngaïsona l'a fait pour venir voir son père. Son père était resté derrière. Mais encore plus important, ce même témoin devant la cour, Catherine Samba Panza, a affirmé devant cette cour que la crise a duré jusqu'en fin 2015. C'est pour vous dire à quel point elle était intense. Et elle a dit, personne n'était à l'abri des attaques, des exactions. Vous voyez ici sur la diapositive qui s'affiche son témoignage direct, transcription 250. Personne n'était à l'abri des attaques, des exactions. Les gens préféraient avoir des armes pour se protéger eux-mêmes. Monsieur le Président, malgré ces risques, malgré ce risque, M. Ngaïsona a accepté d'être le coordonnateur des anti-Balaka. Il ne cherchait pas une position comme le procureur voudrait vous le faire croire. Il a été choisi par le mouvement, comme l'a été démontré
dans notre mémoire de clôture au paragraphe 4, 5, 7 et réitéré par M. Ngaïsona lui-même dans sa déclaration transcription 304, version anglaise, page 31, devant cette même chambre. Il a occupé ce poste de coordonnateur jusqu'à ce qu'il a pu créer son propre parti, le PCUD, sur les recommandations du gouvernement de transition. C'était la recommandation du gouvernement à Ngaïsona de constituer son propre parti. Et si son objectif, c'était le pouvoir, Monsieur le Président, Monsieur Ngaïsona aurait abandonné la coordination. Ça aurait été une conclusion logique de cette affaire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un comme Ngaïsona avait fait face à ces obstacles incroyables dans une tentative de mener au désarmement et à la réintégration du mouvement anti-Balaka, il se serait rétracté de ce projet bien plus tôt. Parce que si vous observez les obstacles auxquels il a fait face pour se rassurer que ses propositions et ses projets passent, ils étaient nombreux. Le premier obstacle était le gouvernement de transition, parce que le gouvernement a premièrement ignoré sa proposition de réhabiliter les anti-Balaka et uniquement les Séléka. Et ensuite, après que les anti-Balaka aient énoncé quelle position ils souhaitaient occuper au gouvernement, le témoignage a été fait par Mme Catherine Samba-Panza devant cette chambre. Le gouvernement a refusé d'accorder le même nombre de postes dans le gouvernement aux anti-Balaka qu'ils avaient fait au Séléka, contrairement au Séléka. Monsieur le Président, nous le savons tous sur la base des éléments de preuve présentés devant cette Chambre que M. Ngaïsona a été ciblé particulièrement parce que il n'a pas pu obtenir des postes dans le gouvernement pour les anti-Balaka. Il a été réprimandé pour cela. Il est devenu une cible des anti-Balaka. Catherine Samba-Panza a témoigné que M. Ngaïsona n'avait pas obtenu un poste à cause de son casier judiciaire. Et après le contre-interrogatoire, il s'est rétracté pour dire qu'il n'avait pas de casier judiciaire, mais il y avait des allégations retenues contre lui. Et elle n'a pas pu identifier clairement quelles étaient ces allégations. Transcription 251, version anglaise, page 108. Tandis que M. Kokate et M. Demafout ont eu des postes au sein de ce gouvernement malgré leurs affiliations clairement établies avec des groupes armés. Il y a eu au cours d'opérations armées. Catherine Samba-Panza a également témoigné que M. Ngaïsona s'est mis en colère lorsque ses propositions ont été ignorées. Se mettre en colère est une réaction attendue parce que ces propositions auraient pu mettre un terme à la violence. Et on peut conclure que la poursuite de la violence aurait pu s'achever si les propositions de M. Ngaïsona avaient été prises en compte. Il n'est pas étonnant qu'il soit en colère, qu'il n'ait pas reçu de poste au sein du gouvernement à ce moment-là. La colère est également normale lorsque vous voyez des personnes de moralité douteuse comme Kokate et Demafout qui reçoivent des postes au sein du gouvernement lorsque vous avez de bonnes intentions, un casier judiciaire propre et que vous n'en receviez pas.
Monsieur le Président, je demande à la Chambre si Monsieur Ngaïsona était en quête de pouvoir, comme le procureur le suggère à chaque fois, il aurait pu arrêter de... Est-ce qu'il aurait pu arrêter de travailler avec Catherine Samba Panza lorsque le poste lui a été refusé au sein du gouvernement? L'a-t-il fait? Est-ce que M. Ngaïsona l'a fait? Non. Il a été repoussé du gouvernement, mais malgré cette frustration, malgré ce refus, malgré cette tentative de réhabilitation des Anti-Balaka, il a continué à travailler comme coordonnateur national. Et même votre témoin, le témoin de la Chambre, Catherine Samba Panza, a témoigné de ce fait devant la Cour. Son témoignage devant la Cour a été que sa personne de contact direct était toujours M. Ngaïsona. Toujours, même après cette débâcle et le fait que M. Ngaïsona ait été écarté du gouvernement. Transcription 251, page 34, ligne 6. Son soutien au gouvernement n'a jamais faibli. Il est resté loyal. Il n'a rien fait pour mettre à mal le gouvernement, comme ça a été le cas dans l'affaire Taylor. Il a même refusé de participer pour parler de Nairobi parce qu'il savait qu'il y avait des informations selon lesquelles ces pourparlers étaient des tentatives de renverser le gouvernement. Il ne voulait pas en faire partie. C'est là l'étendue de sa loyauté au gouvernement. C'est le témoignage devant cette cour. Je vous réfère au paragraphe 605 de notre mémoire de clôture pour des éclaircissements sur ce point. Madame, messieurs de la cour, ce n'est pas là le comportement d'un homme qui est déterminé à obtenir le pouvoir. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le comportement d'un homme qui veut la paix, qui est loyal à son gouvernement et qui a à cœur le bien de son pays. Je passe donc au deuxième obstacle que M. Ngaïsona a dû gérer en tant que coordonnateur. Et la plus grande menace, d'après les éléments de preuve présentés, étaient les anti-Balaka. Ces supposées propres personnes, comme le procureur nous l'a rappelé à plusieurs reprises. Ces supposés enfants. Ces enfants, ce sont eux qui lui mettaient des bâtons dans les roues. C'était sa plus grande menace. D'après les écritures du procureur au paragraphe 20, M. Ngaïsona avait le pouvoir et la capacité d'émettre les comzones en charge des éléments anti-Balaka. Ok, admettons, mais la Chambre devra se demander si cette thèse était vérifiée, que M. Ngaïsona avait le pouvoir et l'autorité sur les comzones. Pourquoi n'a-t-il pas fait usage de ce pouvoir pour renverser le gouvernement en janvier ou en février lorsqu'il a entendu qu'il ne faisait pas partie du gouvernement, lorsqu'il a entendu que ses propositions étaient refusées, lorsqu'il a entendu que ses listes étaient écartées? S'il avait le pouvoir, les moyens, l'autorité d'émettre les comzones et d'être à leur tête, il aurait pu aisément leur donner l'ordre de démettre le gouvernement et de prendre le pouvoir. Il ne l'a pas fait parce qu'il a été menacé par les anti-Balaka, parce qu'il était, d'après eux, très souple. C'était le témoignage devant cette Chambre, Monsieur le Président. Comme nous l'avons expliqué dans notre mémoire, paragraphe 563, 564, dans notre mémoire de clôture, il est indéniable pour cette Chambre que M. Ngaïsona a fait face à des oppositions sévères internes de son supposé groupe anti-Balaka. Ils ont refusé de coopérer et ont ouvertement remis en cause son autorité. De manière très ouverte, ils ont refusé ces ordres de mission. Par exemple, Brazzaville 2014, lorsque Ngaïsona est
revenu de Brazzaville, il a commencé à envoyer des ordres visant à la cohésion sociale dans les provinces, sans aucune autorité sur les Comzones. Monsieur Ngaïsona ne pouvait pas imposer des sanctions en cas de non-respect de ces ordres. Et le procureur s'attend à ce que, ou la thèse du procureur selon laquelle il avait autorité sur ces Comzones est très éloignée de la réalité. Madame, Messieurs de la Cour, si Monsieur Ngaïsona voulait le pouvoir, pourquoi alors aurait-il abandonné le projet de paix? Parce que ces initiatives a été confrontées à tellement de résistance de ces supposés membres de groupe, les anti-Balaka. En fait, son soutien indéfectible au gouvernement, à la promotion de la paix, en fait de lui une cible directe, une cible de meurtre qui se sont soldées par des attentes à sa vie, comme le démontre la diapositive qui s'affiche maintenant. Les témoins, je demande à la Chambre de considérer le témoignage de P0888, le deuxième point. À un point, il était une cible. Il était comme un otage des anti-Balaka. Certains moments, des gens voulaient le tuer. Monsieur le Président, c'est le témoignage qui a été fait devant cette cour et nulle part ailleurs. Nous avons une question pour le procureur. Monsieur Van der Poel a demandé à la défense hier, mais je n'ai pas entendu de réponse. Pourquoi est-ce que M. Ngaïsona apparaissait autant sur Facebook? Pourquoi a-t-il reçu autant de menaces sur sa vie? Si le projet était de porter à l'avant l'idéologie des anti-Balaka comme le présente le procureur, vous avez une idéologie de groupe à laquelle vous vous conformez, alors les gens ne vont pas vous menacer. C'est donc le témoignage, la théorie d'ensemble selon laquelle M. Ngaïsona aurait porté l'idéologie anti-Balaka s'effondre et va à l'encontre du bon sens. Le procureur n'a pas répondu à la Chambre. Et moi, j'avais déjà parlé de cela en décembre. Hier, le procureur n'a pas saisi l'opportunité de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que c'est la réalité. Je passe à mon dernier point, Monsieur le Président, les obstacles. Contrairement à la thèse du procureur, M. Patrice Ngaïsona n'a pas instrumentalisé les anti-Balaka pour son intérêt personnel. A contrario, il est allé à l'encontre de membres puissants. Donc, non seulement il n'a pas été menacé, mais il s'est même opposé à ses propres gens. Il s'est opposé à des membres puissants des anti-Balaka qui étaient contre lui Ngaïsona, pour mettre un terme à la résistance des anti-Balaka pour former un mouvement politique. Sur les conseils de la présidente Samba Panza, il a créé son parti, le PCUD, pour faire du mouvement anti-Balaka un mouvement légal. Vous l'avez dit ici, c'est la démocratie. Ça aurait été démocratique de transformer ce mouvement en parti politique. C'est un signe de démocratie. Ça contribue à la stabilité d'un pays. C'est ce qui s'est passé, les témoignages ou les éléments de preuve qui le sous-tendent peuvent être retrouvés au paragraphe 602 et 604 de notre mémoire de clôture. La création du PCUD était un mouvement visant à se désolidariser du mouvement anti-Balaka.
les anti-Balaka, nous l'avons entendu devant cette cour, n'étaient pas en faveur de ce changement. Monsieur Mokom s'est opposé à la création du parti politique de Ngaïsona. Ça a également mené en fin 2014 à la création de l'aile Mokom du mouvement anti-Balaka. Si M. Ngaïsona était en quête de pouvoir, Monsieur le Président, il n'aurait jamais créé contre tout, malgré tout, son propre parti contre Mokom. S'il était un chef en quête de pouvoir et qu'il voulait que le mouvement anti-Balaka se poursuive, il n'aurait pas couru le risque que le mouvement se divise. Mais il l'a fait, il n'avait plus d'intérêt à poursuivre ce mouvement. Et il l'a dit, s'il faut se diviser, alors soit. La paix, la légitimité étaient pour lui plus importants que le pouvoir. Et il était même prêt à accepter tous les sacrifices qui accompagnent un tel mouvement. Nous montrons maintenant une diapositive, Monsieur le Président. L'élément de preuve ici vient des propos des témoins du bureau du procureur. P1193, M. Maxime Mokom était opposé à Ngaïsona parce que Ngaïsona voulait la paix et il voulait le changement au sein du mouvement, qu'il devienne un parti politique. Le P0889, c'est également un de leurs témoins, pas un des nôtres. Monsieur le Président, la preuve démontre de manière indéniable que M. Ngaïsona was unwavering in his pursuit était résolument engagé à la paix, la stabilité, sans rien attendre en retour. Il n'a pas obtenu un poste gouvernemental, il n'a pas obtenu de l'argent au sein du mouvement anti-Balaka. Aucun, il en a plutôt perdu à cause de ses actions. Plusieurs officiers dans cette salle d'audience l'ont dit, il est parti, il a tourné le dos. Combien de personnes l'auraient fait? Lui, il n'a jamais abandonné, il avait une vision pour la République centrafricaine. Il vous a dit lui-même pendant son témoignage que lorsque le gouvernement n'a pas pu financer son projet en dehors des 1 million que Samba Panza a donné aux anti-Balaka et après les pourparlers de Brazzaville, en mai 2014, il a utilisé son propre argent. C'était ses propos. Il a utilisé son propre argent pour envoyer les chefs anti-Balaka sur le terrain pour la sensibilisation. C'était la position de cet homme qui, depuis 6 ans, est incarcéré injustement. Et pour choquer la conscience humaine, cela est un fait choquant. Lui-même est parti sur le terrain, au PK9, à Sekia, à Kapou. Pourquoi le ferait-il? Pourquoi est-ce que cet homme se rendrait dans ces lieux sans remboursement, sans intérêt? Vous pourrez trouver la transcription 305, version anglaise, page 6, ligne 3 à 14. Nous vous donnons la réponse. Il voulait un pays uni, où tous les Centrafricains, sans considération de leur origine, pouvaient vivre en paix. Ce sont les principes même qui ont mené à la création du PCUD, contrairement à la volonté de M. Mokom et d'autres leaders anti-Balaka. C'est pourquoi il y a eu la création de la branche Mokom. En tant qu'être humain, il voulait continuer à œuvrer pour la paix et l'unité dans son pays et
une fois qu'il sera libre, comme vous avez entendu Madame Pedroso le dire, il continuera. Comme énoncé dans sa déclaration, transcription 305, page 40-41. Madame, messieurs de la Cour, le procureur hier s'est référé à l'affaire Taylor pour dire que l'engagement de M. Ngaïsona aux initiatives de paix ne devrait pas constituer un facteur atténuant. Et contrairement à l'affaire Taylor, cette comparaison n'a pas lieu parce que le procureur n'a présenté aucune preuve que M. Ngaïsona a indépendamment ou entravé le processus de paix ou posé des actes en public qui étaient contraires à ces actes privés. Où sont les preuves? Comme vous le savez, Madame, Messieurs de la Cour, plusieurs témoins du procureur sont venus devant cette chambre pour dire que la situation dans le pays aurait été plus grave sans Ngaïsona. Ce ne sont pas mes mots, ce sont des témoignages du procureur. Si Ngaïsona n'avait pas été là, le pays aurait été dans une situation encore plus grave, Monsieur le Président. Ce que nous avons résumé dans le paragraphe 607 de notre mémoire de clôture, des témoins ont présenté leur témoignage. Nous avons des preuves documentaires que M. Ngaïsona soutenait la paix. Il n'y a aucun doute, Monsieur le Président, ne vous laissez pas distraire par les propos du procureur et des représentants des victimes. Le facteur ou les circonstances atténuantes se trouve dans ce que vous venez d'entendre. C'est le témoignage devant la Cour qui devrait amoindrir sa responsabilité ou sa peine, bien en deçà des 20 ans requis par le procureur. Et ce serait une violation de son statut humain si, malgré les preuves, vous alliez à l'encontre de cela. Nous demandons à la Chambre humblement de prononcer une peine maximale de temps d'incarcération et Monsieur le Président, personne dans cette salle d'audience ne remet en cause la gravité des charges, de la situation, de la souffrance incommensurable du peuple centrafricain. La crise qui a secoué la République centrafricaine était sans précédent du fait des Séléka. Il n'a pas demandé cette crise. La crise a été créée par d'autres acteurs qui échappent au contrôle de tout le monde et même la communauté internationale n'a pas été en mesure de contrôler cette situation. Vous êtes saisi d'une demande de justice en l'espèce. Et c'est à vous de répondre à cette demande, honorable juge, et de rendre une décision. Toutefois, en réponse à cet appel de la justice, ce serait un mépris pour la communauté internationale que M. Ngaïsona porte la charge des crimes qu'il n'a pas commis, tout simplement parce que nous demandons justice. Comme nous l'avons vu hier, quelqu'un doit payer le prix. Il nous faut un coupable des crimes incommensurables et des souffrances subies par les victimes. Mais nous ne pouvons pas imputer les crimes commis en RCA contre toute la population civile sur les épaules d'un seul homme. Le fait est que le procureur n'a pas pu
imputé des charges à M. Macom. M. Bemba a été acquitté, mais cela ne veut pas dire que Ngaïsona doit payer le prix parce qu'il n'y a personne d'autre. Prenons Ngaïsona et Yukatom, c'est les seuls que nous avons sous la main. Quelqu'un doit payer pour ces crimes. Ces deux personnes, nous les avons sous la main. Alors pourquoi le procureur n'a-t-il pas fait venir Mokom? Pourquoi les charges ont-elles été abandonnées? Pourquoi M. Bozizé est ici? Nous ne faisons que parler de Bobizé, Bemafout et toutes ces personnes pendant plus de 6 ans. Des témoins sont venus avec des faux récits, des témoins ont menti devant la chambre. Poussou a menti devant la chambre pour faire porter le chapeau à cet homme. Des éléments de preuve ont été fabriqués de toutes pièces. Monsieur le Président, et maintenant nous disons que M. Ngaïsena doit payer pour toutes les lacunes du procureur, pour toutes les failles du système de la justice, parce que il n'y a personne d'autre que M. Ekatom et M. Ngaïsena dans cette cour. Et si telle est la raison invoquée devant cette cour, alors ce serait là un grave déni de justice. Bien sûr, la demande de justice ne saurait être sacrifiée à l'autel de la rétribution. La rétribution vengeresse, c'est ce que veulent voir appliquer mes chers confrères, mais cela ne doit pas se faire au détriment d'un innocent. Je vous demande, honorable juge, de ne pas vous prêter à ce sentiment, le sentiment que la communauté internationale voudrait à tout prix avoir un bouc émissaire, un coupable. Le fait que les États ont dit que nous n'allons pas payer pour des acquittements, j'ai vu la déclaration d'un ambassadeur d'un pays et qui fait partie de l'Assemblée des États partis, dont je tairai le nom, j'ai une copie avec moi. Après l'acquittement de Charles Blé Goudé et Laurent Blé Goudé et Gbagbo, cet ambassadeur a dit à l'AEP, nous n'allons pas payer pour des acquittements, car cela n'est pas dans l'intérêt des victimes et de la justice. Nous savons que le collège de juges ici présent est très professionnel, Monsieur le Président, et nous espérons que ce sentiment de la communauté internationale, à savoir qu'il ne saurait accepter les acquittements, car ce serait là le signe d'un échec de la justice, nous dirons que ce sentiment n'a aucune place dans une juridiction de droit. Et si tel est le cas, alors nous pourrons raccrocher nos robes en tant que Conseil de la Défense, car il n'y aura plus d'espoir pour la justice. Donc voilà, je dirais en guise de conclusion que ce sentiment, et je comprends les exigences de la justice, mais comme M. Gassola l'a dit dans sa déclaration non assermentée, la justice est mieux servie lorsqu'un innocent. La justice n'est pas servie lorsqu'un innocent est condamné. Merci. Merci. C'était la dernière audience d'une très longue affaire. J'aimerais remercier au nom de la Chambre les parties, d'abord le greffe, qui a assuré le bon déroulement technique de cette procédure et qui en a organisé les différentes composantes. J'aimerais dire que cette procédure a pu se tenir pendant la COVID. Nous remercions la technique. Beaucoup de problèmes qui se sont posés ont été résolus par le greffe. J'aimerais également remercier ou reconnaître le travail abattu par les sténotypistes et leur unité qui ont assuré le bon déroulement de cette procédure. Un grand merci aux interprètes qui, comme vous le savez, sont essentiels pour assurer la transcription véridique des débats. Ils ont fait preuve de fiabilité, de flexibilité lorsque la nécessité d'une traduction spontanée s'est posée. J'aimerais saluer leur intelligence particulière lorsqu'ils doivent gérer des conseils et des avocats rapides.
Dernièrement, et pas des moindres, je remercie les partis, le Conseil des partis et les participants au nom de la Chambre qui ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire tout au long de la procédure. Merci pour le respect mutuel des conseils des autres partis, malgré les différences inévitables et nécessaires qui les opposent parfois du fait des intérêts de leurs différentes causes. Nous apprécions votre contribution à tous. Nous remercions le comportement impeccable des partis et des participants envers les membres de la Cour. Merci, l'audience est levée.